La revue de presse, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on n'en finit pas d'analyser les répliques du séisme footballistique. Le Monde, Joseph Blatter, les raisons d'une démission surprise. Libération, scandale à la FIFA, soupçon de financement du djihadisme. Qatar, ami ou ennemi? Pendant ce temps, la France se voit sombrer ses fleurons industriels. Le Figaro, nucléaire, Hollande engage le démantèlement d'Areva. Les Échos, l'État donne à EDF les clés du nucléaire français. En une de l'Opinion, Manuel Valls en quête d'un second souffle avec le dessin de CAC. Martine Aubry en croque-mort, en train de prendre les mesures d'un Manuel Valls suant à grosses gouttes devant les chiffres du chômage. Et puis Le Point, imperturbable, qui continue à mettre en avant les problèmes les plus cruciaux. Comment réapprendre à se concentrer? On en parlait à l'instant avec Henri Guénaud, on abordait le sujet, Nicolas Sarkozy et les sondages. Oui, alors on sent une petite pointe d'ironie chez les éditorialistes ce matin à propos des déboires des proches de Nicolas Sarkozy, sommés de s'expliquer sur ces sondages pléthoriques commandés par leur patron. Que les aficionados de Sarkozy se rassurent, raille Jean-Marc Chevauché dans le courrier Picard. Il n'y est pour rien, puisque les faits ont été commis à l'Élysée, par son cabinet, sous son quinquennat. Expliquons-nous, il est couvert par l'immunité présidentielle. En revanche, les seconds couteaux qui endossent ce bazar vont morfler en lieu et place du patron. C'est le jeu. L'éditorialiste semble d'ailleurs avoir relu les derniers portraits d'Alain Juppé parus dans la presse, celui du Point par exemple ce matin, qui nous le présente en résilient inébranlable. Si jamais ses collaborateurs devaient être déçus de servir de fusible, conclut donc Jean-Marc Chevauché, ils n'ont plus qu'à rallier Juppé. Il connaît le rôle, il pourra leur donner des conseils en exil politique. Dans le journal de la Haute-Marne, Christophe Bonnefoy se désole de l'opprobre destructeur qui sera une fois de plus jeté sur toute la classe politique et dont on verra la trace dans les urnes. Voilà, pour la droite, on parle de la gauche et du PS à présent. Oui, parce que ce qu'on verra dans les urnes, c'est aussi la trace de ce débat lancé par l'Obs, c'est que l'hebdomadaire résume en une par la photo officielle du président de la République agrémentée de grosses rébanes clinquantes. Le PS est-il de droite? L'Obs passe en revue l'économie, la politique étrangère, l'immigration, les banlieues pour analyser à travers la voix de philosophes, de sociologues, d'acteurs de la société civile les choix politiques de cette gauche au pouvoir. Prendre en compte l'insécurité culturelle d'une part de la population, est-ce que c'est faire la politique de la droite, comme l'affirme le sociologue Éric Fassin? Et puis, faut-il s'inquiéter, comme Bertrand Badier, professeur à Sciences Po, de la diplomatie punitive pratiquée par François Hollande? Ou bien faut-il au contraire s'élever surtout contre un alignement total sur les États-Unis, comme le pense Ronnie Broman? On pourrait ajouter d'ailleurs une réflexion sur le naufrage industriel français. Il faut lire sur le site Figaro Vox l'interview de Guillaume Sarlat, polytechnicien, inspecteur des finances, qui décrypte point par point les erreurs françaises en la matière. Un capitalisme qui laisse les grands groupes se détacher de tout ancrage national pendant que l'État pèse sur les PME. Une acceptation fataliste des transferts de technologies qui permettent aujourd'hui à la Chine de produire des réacteurs nucléaires avec les savoir-faire vendus en leur temps par Areva. 30 ans d'abandon, dit-il, dont nous n'avons pas fini de payer les conséquences. On enchaîne non pas avec la presse du jour, mais la presse de dans 30 ans en quelque sorte. Oui, parce que espérons du coup que les 30 prochaines années seront plus florissantes. C'est ce qu'essaye de nous dire le Figaro qui, pour fêter les 30 ans de ces fameuses pages saumon, vous savez, les pages économie, propose à 3 auteurs d'imaginer le monde qui vient. Bon, ils n'ont pas été choisis au hasard. Gaspard Koenig, Robin Rivaton, Agnès Verdier-Molinier, ces 3 variantes du discours sur l'État qui étouffe, sur le modèle français sclérosé, sur la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Ce qui pourrait d'ailleurs éveiller les soupçons du lecteur, c'est que dans Libération, Laurent Geoffrin fait l'éloge de Gaspard Koenig et de ses rêves de régulation très relative de la révolution numérique. En son temps, Serge July, vous savez, le patron mythique de Libé, avait célébré la révolution libérale libertaire. C'était il y a 30 ans. C'est quoi déjà la question en une de l'Obs aujourd'hui? Le PS est-il de droite? Je vous ai vu hier soir tard participer à l'émission d'Alexandra Sublet pour parler de l'école sur France 2. On en parle également dans la presse ce matin. Oui, parce que là non plus, les 30 dernières années n'ont pas été florissantes. Mais c'est pas seulement pour les débats sur les programmes scolaires que l'école fait la une aujourd'hui. Le Parisien, les cantines scolaires toujours plus chères. L'humanité, la grande pauvreté s'installe dans les cours d'école. Entre ces municipalités tentées de supprimer carrément le dessert parce que ça coûte trop cher, ces enfants frappés par la précarité qui arrivent épuisés, c'est toute l'institution en fait qui est bousculée. Et pourtant, ce n'est pas pour cela que l'école française est la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE, mais bien pour des raisons, là pour le coup, purement scolaires. Alors une solution? Le Figaro, par exemple, signale une étude qui démontre que l'interdiction des smartphones au collège, au lycée, améliore les résultats scolaires et en particulier ceux des enfants les plus faibles. Alors il n'y a pas besoin de lire Le Point pour savoir comment se reconcentrer. Il suffit d'éteindre le smartphone et d'écouter le professeur. Étonnant, non ?
Et puis vous avez des nouvelles de Jean-François Copé ce Oui, matin. tout le monde se demandait ce que devenait Jean-François Copé. La ville de Meaux, elle, se souvient de son maire, puisque le Parisien nous apprend qu'un petit plaisantin a trafiqué les horodateurs d'un parking souterrain de la ville pour lui permettre d'inscrire sur l'étiquette des joyeusetés à l'adresse de l'ancien président de l'UMP. Copé voleur, ça c'est pas apparemment la version la plus douce. Quand on lit le journal entre les lignes, on comprend qu'il y avait pire. C'est en tout cas la seule d'ailleurs que ose citer le Parisien. Mais après tout, qui se souvient vraiment de Jean-François Copé? Il n'a jamais été président des Républicains, ce parti vierge de tout scandale, donc tout va bien. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.